Alors bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire Migrer vos données depuis un S3, avantages et tutoriels. Je vais d'abord vous faire une rapide présentation de Scaleway, qui nous sommes. Ensuite, je vais vous présenter les différentes solutions de stockage, le file storage, le block storage et l'object storage. Enfin, pourquoi l'object storage, pourquoi migrer chez nous. Et une dernière partie sera présentée sous format tutoriel par Vincent, donc comment migrer vos données depuis un S3 vers notre object storage. Donc tout d'abord, qui est Scaleway? Donc Scaleway, c'est le seul acteur européen spécialisé dans le cloud public et les infrastructures hyperscaling. Donc c'est-à-dire vous pouvez venir chez nous pour créer une VM, pour prendre une offre sur le serveur dédié, donc nos Dedibox, ou pour souscrire une offre de colocation, donc pour prendre un quart de rack, une salle privée, etc. On est pionnier du bare metal cloud, numéro 1 français des data centers privés et numéro 2 français et européen du cloud public. Scaleway, c'est aussi 20 ans d'expérience dans les infrastructures. On a plus de 130 000 serveurs physiques en production, dont 5 data centers qui sont majoritairement en région parisienne, mais aussi à Amsterdam. Il faut savoir qu'à Paris, on a un data bunker, c'est-à-dire un centre de données qui est situé à 25 mètres sous terre, où on héberge notre solution cold storage, dont je vais parler par la suite, pour archiver vos données. On a plus de 250 collaborateurs, donc plus de 150 ingénieurs, développeurs, DevOps. Donc on propose des solutions pour les développeurs, pensées par les développeurs. Et une chose importante aussi à noter, c'est qu'on fait partie du groupe Iliad. Scaleway, c'est aussi une large communauté de clients. Il y a plus de 60% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international. On est présent dans plus de 160 pays. On a plus de 300 000 clients. Donc forcément, parmi ces 300 000 clients, on a des noms forts comme Dailymotion, Adobe, Le Monde, Winamax, Le Bon Coin, etc. Scaleway, c'est une grande marque parce que sous Scaleway, il y a 3 marques spécialisées pour couvrir l'ensemble des besoins cloud et d'infrastructure. On a d'abord Scaleway Data Center, notre offre de colocation, où on fournit des infrastructures privées pour nos grands comptes. Scaleway Elements, c'est tout notre environnement cloud public que je vais présenter juste après. Et enfin, Scaleway Dedibox, qui était anciennement Online, notre marque historique, qui propose des serveurs dédiés qu'on appelle les Dedibox. Donc, pour revenir sur Scaleway Elements, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'Object Storage, qui est un produit cloud, on propose 30 briques essentielles et avancées de cloud public. On couvre tous les besoins avec Compute, Storage, Network, IoT, AI, mais aussi des outils pour les développeurs, comme par exemple Terraform. Notre cœur de métier sur le cloud public, c'est vraiment Compute. On propose des instances development pour effectuer vos tests, par exemple, des instances General Purpose pour héberger votre production, des instances GPU pour tout ce qui va être intelligence artificielle, par exemple, du bare metal cloud, qui sont des serveurs dédiés qui sont facturés à l'heure, et des briques conteneurs comme Kubernetes et Container Registry, par exemple. Côté storage, aujourd'hui, on va s'intéresser sur Object Storage, Block Storage et Cold Storage. On a tous besoin d'une solution de stockage. Voilà, c'est un fait. Et aujourd'hui, on n'attend plus le stockage de la même manière. Avec des infrastructures flexibles, parfois même éphémères, on a de plus en plus besoin d'avoir du stockage évolutif, que ce soit pour stocker de grandes ou de petites quantités de données, comme des images, des vidéos, du texte, du contenu web statique, des logs, des sauvegardes, etc. Donc pour répondre à ces nouveaux besoins, les fournisseurs de cloud, comme par exemple nous, Scaleway, ont développé des solutions flexibles comme le block storage ou l'object storage, donc le stockage en volume bloc ou le stockage d'objets, qui garantiront l'intégrité de vos données tout en restant flexibles. Donc, je vais donc vous présenter ces deux solutions, notamment Object Storage, en les comparant avec un stockage qu'on connaît tous, le File Storage. Donc, qu'est-ce que le File Storage? C'est la manière la plus user-friendly, mais aussi la plus contraignante en termes de gestion et de maintien pour stocker vos données. Même si on sait tous que le File Storage a des avantages assez conséquents, comme par exemple, c'est votre propre matériel, donc vous avez un contrôle à 100% sur votre matériel. Vous pouvez lire et écrire simultanément vos fichiers. Vous avez quand même pas mal d'inconvénients. Par exemple, une navigation complexe. Vous stockez vos données sur un disque local ou bien via un service de stockage en réseau, comme par exemple un serveur NAS. Vos données sont toutes enregistrées sous forme de fichiers complets et sont accessibles par un chemin avec une hiérarchie. C'est-à-dire que vos fichiers vont se retrouver dans les dossiers, qui vont se retrouver dans les dossiers, qui vont se retrouver eux-mêmes dans les dossiers. Donc, par conséquent, on l'a tous vécu, plus notre volume de stockage il augmente, plus ce sera complexe de naviguer entre nos fichiers,
et donc de les récupérer. Un espace disque qui est limité, donc tous les disques ont un espace qui est limité, et le jour où vous saturez votre stockage, vous aurez besoin de le changer et de les configurer. Défaillance matérielle, malheureusement un jour vos disques vont mourir, rendre l'âme et partir au paradis des disques durs. Et pour éviter la perte de vos données, par exemple, vous pouvez mettre en place un système RAID, mais là encore, ça demande un investissement matériel et humain en termes de gestion. Enfin, les coûts. Comme je l'ai dit auparavant, vous êtes facturé, vous avez investi pour un espace de stockage qui est complet. Par exemple, si vous investissez pour 150 gigas de stockage et que vous en utilisez 130, vous serez facturé pour les 150 gigas de stockage. Et chaque disque doit être administré, mis à niveau, etc. C'est peu flexible dans le sens où quand vous avez créé votre entreprise, vous avez eu des choix qui ont été faits en fonction de la taille de votre entreprise. Et à mesure que vos besoins évoluent, vous ne feriez pas forcément les mêmes choix qu'auparavant. Donc, vous avez besoin de repenser toute votre architecture de stockage. Donc, pour pallier à ces problèmes, on propose à nos clients des services cloud comme le block storage et l'object storage. Vous stockez ainsi vos fichiers sur des serveurs distants et vous pouvez y accéder à plusieurs simultanément via une connexion réseau. C'est Scaleway qui s'occupe de toute la gestion des périphériques physiques qui stockent vos données. Donc, vous n'avez rien à gérer, vous avez la solution clé en main. Alors, qu'est-ce que le block storage ? Pour le file storage, l'intégralité des fichiers elle est enregistrée dans un système de dossiers, comme on a vu, avec une hiérarchie. Tandis que block storage, vous pouvez le voir sur le schéma à gauche, vos données sont sous forme de blocs uniformes. C'est-à-dire que vos volumes blocs sont des unités de taille identiques. Donc, niveau utilisation, le périphérique block storage se gère côté utilisateur exactement comme un disque dur local. Vous pouvez le brancher et le débrancher de votre instant virtuel selon vos besoins. Une fois branché, le système d'exploitation le détecte comme un disque brut. Vous pouvez ensuite le formater pour y créer un fichier système et commencer à l'utiliser pour stocker vos données. Chaque bloc a une adresse individuelle permettant d'accéder aux données. Si le système d'exploitation de votre instance nécessite un fichier particulier, il en fait la demande au périphérique bloc dans lequel votre fichier est stocké, regroupe vos données et les livre. Donc, block storage est idéal pour les applications critiques, car il faut savoir que les données sont redonnées. Chez nous, c'est 3 fois, sur plusieurs disques et nœuds physiques. Le block storage offre également des performances constantes, contrairement au file storage qui peut subir des saturations de disques. Et enfin, il faut quand même noter que block storage, c'est une solution assez user-friendly dans le sens où si vous avez besoin d'augmenter votre volume de stockage à la volée, c'est totalement possible. On a une fonctionnalité hot scaling avec le block storage. Il faut aussi noter que le block storage n'utilise pas les métadonnées, c'est-à-dire les informations dans le fichier. Et comme le file storage, si vous souscrivez pour 150 Go et que vous en utilisez 130, vous serez facturé, même si c'est à l'heure, pour 150 Go. Donc voilà la partie qui nous intéresse le plus. Donc, qu'est-ce que l'object storage ? Faut savoir que l'object storage a été conçu pour stocker de très grandes quantités de données non structurées. Au lieu d'utiliser des chemins de fichiers, les données sont stockées sous forme d'objets qu'on dit immuables et qui sont adressés par une clé. Donc, les données d'objets comprennent un ID, c'est-à-dire au lieu d'avoir un nom de fichier et un chemin d'accès au fichier, on a un ID qui est unique, des métadonnées qui sont entièrement personnalisables, les auteurs du fichier, les autorisations définies sur les fichiers, la date à laquelle il a été créé, etc. Et enfin, des données non structurées, donc tout type d'objets qui sont des assets statiques, des images, des vidéos, des fichiers texte, du contenu web statique, etc. Des logs, des sauvegardes. Voilà. L'accès aux objets, alors en métadonnées, se fait via un protocole standard de API HTTP. C'est l'une des raisons pour lesquelles le stockage d'objets a connu un succès massif auprès des développeurs. Vous pouvez choisir d'accéder à vos fichiers via un lien public, si vous le souhaitez, ce qui permet, comme j'ai dit auparavant, d'héberger du contenu web et d'éviter d'avoir un serveur web qui est dédié à ça. Donc, Object Storage présente de nombreux avantages, comme vous pouvez le voir. Premièrement, il est compatible S3, c'est-à-dire qu'il est compatible et interopérable avec la plupart des solutions du marché. Par exemple, vous pouvez effectuer des backups de vos Dedibox avec la solution Duplicity couplée Object Storage. Vous pouvez synchroniser vos données avec AirCloud.
par exemple, ou utiliser CyberDuck sur macOS, ou encore Nextcloud pour les backups personnels. Avec notre Object Storage, on fournit aussi la gestion des cycles de vie qui est intégrée au protocole S3. Donc Object Storage, il permet de définir des règles pour l'archivage de vos objets de la classe standard d'Object Storage vers la classe glacier de C14 Cold Storage. Donc elles permettent également la suppression d'objets à un temps donné après leur import. On fournit une solution du coup qui est ultra sécurisée. On a des mécanismes de parité qui sont assez élevés. Chaque objet est divisé en 6 fragments de données et ajoute 3 fragments de parité pour garantir l'intégrité de vos données. Par ailleurs, comme j'ai dit auparavant, notre cold storage est hébergé dans notre data bunker parisien, donc 25 mètres sous terre, et c'est un argument qui est non négligeable. Enfin, des fichiers volumineux. Vous n'êtes vraiment pas limité sur la taille de vos objets parce qu'on utilise la feature S3 qui s'appelle le multipart upload. Donc tous les fichiers sont chargés en plusieurs parties dans une limite de 1000 parts par chargement de 5 Tera par objet. Donc en fait, ça a vraiment un avantage parce que si vous avez une coupure réseau, vu que ça fonctionne en parties qui ont été chargées, si ça coupe, vous n'avez pas besoin de recharger tout votre fichier. On va prendre en compte la dernière partie qui a été chargée, etc. Un avantage fort de notre Object Storage, c'est qu'on propose, contrairement à la concurrence, 75 gigas gratuits de stockage et de transfert sortant externe, à la fois sur Object Storage et sur C14 Cold Storage. Au-delà des 75 gigas, vous êtes facturé 0,01 € par giga par mois pour Object Storage, par volume stocké ou transféré, et vous êtes facturé 0,002 € par giga par mois pour le volume stocké sur Cold Storage, donc la classe glacier d'Object Storage. Le transfert vers et depuis d'autres produits Scaleway, comme vous pouvez le voir dans la même région, sont totalement gratuits. Alors, pourquoi venir chez nous? Tout simplement parce que notre Object Storage est compatible S3, donc interopérable avec la plupart des solutions du marché. Et on est 4 fois moins cher que les autres cloud providers, tout simplement parce qu'on offre 75 premiers gigas qui sont, on les offre, qui sont complètement gratuits. Voilà. Mais un avantage fort aussi de Scaleway, c'est qu'on propose une interface qui est user-friendly via la console Scaleway. Donc là, je vais vous faire une petite démo. Donc, tout simplement, quand vous arrivez sur votre tableau de bord Scaleway, au niveau de la console, vous voyez qu'à gauche, on a tout le listing de nos produits. Donc, vous cliquez sur Object Storage, je l'ai surligné en rouge. Hop, là, j'ai déjà un bucket, mais on va en créer un nouveau. Vous cliquez tout simplement sur Créer un bucket. Vous donnez un nom à votre bucket. Vous choisissez une région. Donc, comme je l'ai dit, on a des data centers à Paris et à Amsterdam. Pardon, excusez-moi. Vous choisissez la visibilité de votre bucket, si vous voulez le rendre privé ou public. Si vous le mettez en mode public, vous allez générer un lien HTTPS que vous allez pouvoir partager. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez pouvoir charger des images sur votre site, vous allez charger des images dans vos newsletters, par exemple. Ça y est, votre bucket, il est créé. Donc, vous cliquez dessus et là, vous remarquez qu'il est vide. Donc, vous allez pouvoir charger via un système de drag and drop vos fichiers. Donc là, par exemple, j'ai mis un fichier Word tout simple que j'appelais test. Et une fois que vous le mettez, on va vous poser la question, est-ce que vous voulez mettre sur une classe standard ou sur une classe glacier? Donc, classe standard, c'est la classe d'Object Storage, et la classe glacier, c'est la classe de C14 Cold Storage. La classe standard, c'est si vous avez besoin d'accéder fréquemment à vos dossiers et à vos fichiers et que vous voulez les distribuer. La classe glacier, c'est dans le cas d'un archivage, si vous n'avez plus besoin de les consulter fréquemment. Donc, comme on l'a vu, on est en classe, on le voit en haut à droite, on est en classe de stockage standard. On va pouvoir cliquer et là, on a quand même pas mal de possibilités dès la console. Donc, on va pouvoir télécharger le fichier, modifier la visibilité, changer les métadonnées, mettre des tags sur nos objets. Ça peut vraiment nous servir notamment pour la gestion des cycles de vie. L'envoyer vers la classe glacier de C14 Cold Storage, donc S3 glacier. Renommer, on peut renommer notre fichier et obtenir un lien public. Ça, c'est dans le cas où notre fichier est mis en public. Là, je vais cliquer du coup pour le rendre public sur visibilité. Je choisis de le mettre en public. J'update la visibilité. Et hop, j'obtiens un lien HTTPS que je peux mettre dans ma newsletter, par exemple. Vous pouvez aussi l'envoyer vers S3 Glacier. On va vous poser la question, est-ce que vous êtes vraiment sûr de l'envoyer
vers de l'archivage. Et voilà, vous pouvez le voir, hein, on est passé en classe de stockage glacier, c'est quasiment instantané. Vous pouvez choisir de restaurer votre fichier. Et enfin, vous pouvez choisir de mettre des, une gestion de cycle de vie, c'est-à-dire que, par exemple, au bout de 90 jours, je veux que mon fichier passe de la classe standard à la classe glacier. Au bout de 90 jours, je veux que mon fichier soit supprimé. On va voir, on clique, hop, vous choisissez une règle, vous le nommez, vous mettez un nom standard. Vous pouvez choisir des tags qui sont utilisés sur Object Storage avec des préfixes. Transition sur glacier, donc là, vous mettez le nombre de jours que vous voulez allouer. Et enfin, si vous voulez mettre ou non une expiration, comme j'ai dit auparavant, vous avez un résumé de toutes vos actions, hop, votre gestion cycle de vie est OK. Et là, c'est bien un rappel sur les 90 jours de transition. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé au webinaire. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux sur Scaleway et LinkedIn. Et maintenant, mon collègue Vincent va vous montrer comment migrer vos données avec Apache Nifi et Aircloud. Bonjour, je suis Vincent, je suis ingénieur chez Scaleway. Je vais vous présenter deux manières de migrer de la donnée. La première, c'est avec Apache Nifi, c'est un logiciel de la fondation Apache qui permet de faire différentes actions de manière visuelle sur du S3, du Google Cloud Storage, du Azure, du Elasticsearch, il permet de s'interagir avec plein de solutions. Et l'autre, c'est Airclone, qui est une solution open source en ligne de commande qui permet de synchroniser différents médias de stockage. Et Airclone, je vais vous montrer comment chiffrer la donnée. Donc voilà, Apache Nifi, donc comme j'ai dit, c'est un logiciel open source, c'est du drag and drop, compatible avec plusieurs protocoles. Je vais vous faire 4 exemples. Donc le premier, c'est migrer des données depuis un bucket Amazon S3. Le deuxième, c'est depuis un bucket Google Cloud Storage. Le troisième, depuis un bucket qui est situé à Amsterdam, le migrer à Paris et faire une transition en glacier en même temps. Et le quatrième exemple, c'est migrer de la donnée depuis un FTP qui se trouve être celui de DD qui est un produit DDBox. Pour ce qui est de Airclone, donc c'est un logiciel aussi open source, c'est uniquement en ligne de commande. Il est compatible avec plusieurs protocoles, compatible avec Google Drive, Google Cloud Storage, Amazon S3, plein de choses, plein de différents protocoles. Et donc là, je vais transférer des données depuis le disque. Donc je vais d'abord configurer l'endpoint de chiffrement et ensuite synchroniser vers l'object storage. Donc j'active mon partage d'écran. Donc là, on est dans la console, comme nous a montré ma collègue tout à l'heure. Donc dans démo, le bucket qui va être à destination, on voit bien qu'il est vide. Donc j'ai aussi un bucket qui s'appelle HDD2 qui est situé, comme on le voit, qui est situé ici à Amsterdam. Et le bucket démo est situé à Paris. Donc dans le bucket HDD2, j'ai quelques images et un fichier qui fait 6 gigaoctets. Sur la console AWS, j'ai un bucket qui s'appelle test pour SCW, qui contient une sortie du kernel Linux qui a été extraite et uploadée. Et sur le Google Cloud Platform, j'ai un bucket qui s'appelle scw-nifi-demo, qui contient des petits objets différents avec un répertoire. Voilà. Donc, je vais aller dans l'interface de Nifi, qui a été installée en suivant le tutoriel qui existe sur Scaleway, qui est How to use Apache Nifi to migrate object storage data. Donc, c'est un tutoriel comment l'installer en utilisant Terraform. Donc, une fois que c'est installé, faut se glisser sur la page, faut aller sur la page du contrôleur Nifi, qui est sur le port 8080. Donc, une fois qu'on est dessus, donc on voit que c'est quelque chose qui est drag and drop. Et différentes options, etc. Donc j'ai préconfiguré certaines choses, notamment j'ai configuré les URL de S3 de Amsterdam, de Paris, l'URL de Daily Backup, mon user Daily Backup et le password de Daily Backup, ainsi que les... non, c'est pas là, c'est là. C'est là. Que les credentials de AWS, les credentials de Google Cloud Platform et les credentials de SCW. Donc ils sont tous les trois activés. Donc, comme j'ai dit, on va commencer par Amazon S3. Donc, je glisse un processeur ici. Dans le filtre, je choisis S3.
Et le principe de toutes les 3 migrations, ça va être d'abord lister. Donc, je vais d'abord lister le contenu du bucket. Donc, pour renseigner, donc là, j'ai glissé un processeur, je double-clique pour le configurer. À l'intérieur, je vais spécifier le nom du bucket. Donc, j'ai dit que c'était test pour SCW. Donc, je renseigne test pour SCW. La région, il est à Amazon Paris. Et il faut que je configure les credentials de AWS. Ensuite, une fois que j'ai pu lister les objets, il va falloir les télécharger. Donc, je mets un processeur fetch s3 object qui va télécharger les objets. Donc là, pareil, je le configure avec le nom du bucket, donc test, c'était test pour SCW. Donc il récupère chaque clé qui a été listée. Je mets les credentials AWS, la région Paris, et je vais cocher une case ici qui est s'il n'a pas réussi à télécharger l'objet, il va arrêter le traitement. Voilà. Maintenant, je vais uploader les données sur le S3 Scaleway, sur l'object storage Scaleway. Donc là, je choisis l'option Put S3 Object. À l'intérieur, je la configure de la même manière. Je termine le flow sur cette action parce que je ne veux pas faire d'action supplémentaire. Ensuite, dans les propriétés, je mets le bucket qui s'appelle démo-démo, comme on a vu dans la console Scaleway, qui est ici. Donc le démo ici qui est vide. Donc je le mets dedans. Je vais mettre, là c'est le nom du fichier, mais je vais mettre un préfixe AWS pour bien séparer les différents objets qui vont être uploadés. Je mets les credentials de SCW, de Scaleway. Et il faut changer le endpoint URL, vu que c'est pas l'endpoint n'est pas enseigné dans NIFI, il faut le spécifier. Donc là, j'ai mis par, donc c'est le endpoint que je vous ai montré précédemment dans les paramètres. Donc là, j'ai bien tout mis. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter les différents processeurs. Donc, s'il a réussi à lister, il va continuer. Je vais zoomer un peu. Excusez-moi. S'il a réussi à télécharger l'objet, il va l'uploader. Donc, succès ici. Donc là, on voit qu'il n'y a plus de warning, qu'il attend juste à être démarré. Je vais faire juste une configuration ici. Je vais mettre qu'il n'y ait pas plus de 10 objets en attente pour éviter d'avoir trop d'objets à télécharger depuis Amazon et que ça coûte beaucoup trop d'argent. Donc je vais lancer les 3 processeurs. Les 3 processeurs lancés. On va attendre un peu, on va voir les compteurs qui vont commencer à se mettre à jour. Donc la dernière mise à jour, elle date d'il y a quelques secondes. Donc les compteurs ils vont se mettre à jour, il va lister le nombre d'objets, ensuite il va récupérer le nombre d'objets et ensuite il va écrire le nombre d'objets. Et on va pouvoir surveiller dans le bucket démo qu'il a bien réussi à télécharger les objets. Donc là, on voit qu'il en a listé 65 000, ce qui est le nombre d'objets dans le bucket. Il en a téléchargé 1 giga 2 et il est en train d'écrire 163 mégas. On peut vérifier que ça a bien migré la donnée. On va charger ici, donc on rafraîchit la page. Là, on voit bien qu'il y a un préfixe AWS avec à l'intérieur le contenu, un début du contenu du kernel Linux. Donc ça, c'est pour AWS. Ensuite, on va utiliser le même schéma, donc c'est-à-dire lister, récupérer, envoyer pour Google Cloud Platform. Il se trouve que les processeurs sont un tout petit peu différents parce que c'est Google Platform et donc c'est un autre protocole. Donc on va faire list GCS bucket de la même manière. Donc on va le lister, on va renseigner les credentials de Google et le bucket que j'ai dit qui s'appelait scw-nifi-demo. Donc le bucket il est ici, scw-nifi-demo.
appliquer. Ensuite, on va récupérer les objets de GCS. Donc fetch GCS object. On va le mettre là. On va faire les credentials de Google Cloud Platform. Là, on n'a pas besoin de renseigner le nom du bucket parce qu'il le récupère depuis le listing. Et la clé, elle est déjà renseignée. Et il n'y a rien besoin de faire d'autre. On va juste désactiver les failures parce qu'on ne va pas faire de traitement supplémentaire. Une idée qu'on pourrait, enfin, quelque chose qu'on pourrait faire avec le traitement supplémentaire, c'est réessayer ou renommer, si par exemple il y a une erreur dans le nom du fichier, renommer le fichier et relancer le traitement. Il y a plein de choses qu'on peut faire et qui sont hors du scope de cette démo. Et ensuite, on va réuploader les données dans le S3, dans l'object storage. Donc put S3 object, hop. Même configuration que pour, donc on désactive, on termine le flow. Ensuite, on met le nom du bucket, donc démo. Là, on va mettre un préfixe GCS pour Google Cloud Storage. Donc, c'est les données qui seront importées de GCS. Là, on va mettre les credentials de Scaleway. La région, il faut la mettre là. Donc, pareil, Paris. Et on applique. Ensuite, on relie les différents éléments. Si ça réussit à lister, ça envoie à la récupération de données. Si ça réussit à récupérer les données, ça envoie à l'upload de données. Et ensuite, on enable les trois. On vérifie juste qu'il n'y a pas de préfixe GCS. Il n'y a pas de préfixe GCS. Et on enable. Là, pareil, on va attendre un tout petit peu le temps qu'il se lance. Ça va récupérer lister le contenu du dossier, du bucket GCS. Ça va récupérer les objets du bucket GCS et ça va les envoyer sur notre S3. Donc on attend encore un petit peu, ça va arriver. Dernière mise à jour, voilà. Donc il a récupéré 13 mégas et il en a envoyé 13 mégas. Donc si on va voir sur le bucket démo et qu'on recharge la page, on voit qu'il y a un préfixe GCS avec le contenu du bucket qui est sur... c'est exactement le même contenu. On peut voir là. Ensuite, on va migrer des données depuis un bucket à Amsterdam dans l'object storage Scaleway, donc celui-ci, le HDD2. C'est les données qu'on a à Amsterdam qu'on garde en storage class standard et à Paris, on veut les mettre en glacier. Ça peut être une manière d'avoir une copie des données à chaud, enfin une copie des données à froid au cas où il y a un incident, une perte de connexion ou tout simplement une mauvaise utilisation de l'opérateur, c'est-à-dire quelqu'un qui supprime inadvertemment les fichiers parce qu'il est un développeur qui se trompe dans une commande, par exemple, et on veut pouvoir les restaurer, ou par exemple un système de versionnement ou plein de choses. Et donc on va configurer un processeur ici. Donc on va configurer S3, on va lister les fichiers depuis S3. Ça va être c'est la même chose que pour AWS ou GCP. On liste, on fetch, et on écrit. Donc on va configurer ces trois éléments. Donc le bucket s'appelle HDD2. Il est avec les credentials de Scaleway. Et il est sur l'endpoint de AMS. Ensuite, pour la récupération, on va mettre HDD2, c'est le même nom de bucket. AWS Credential, c'est ce de Scaleway. L'endpoint, c'est celui de AMS, parce qu'on récupère les données depuis AMS. Et on n'a rien besoin d'autre changer. On va juste désactiver les failures, parce qu'on ne veut pas faire de traitement dessus. Et pour l'écriture, on termine le traitement. Et ensuite, on va dans le bucket démo-démo.
Et là, ce qu'on va faire, vous voyez ici, il y a la storage class. Donc, il y a plusieurs storage classes qui sont supportés parce que c'est un protocole qui provient d'Amazon à la base. Nous, on supporte standard et glacier. Glacier, il faut savoir que c'est stocké dans le bunker à DC4 et c'est pas accessible immédiatement. C'est-à-dire que les données, elles sont archivées et pour pouvoir les récupérer, il faut faire un restore qui peut prendre 5 minutes ou 30 secondes. Ça dépend de la taille de l'objet. Et c'est géré aussi avec les règles lifecycle. Donc là, nous, on va les écrire directement dans Glacier. Et on veut mettre un préfixe Amsterdam. Voilà. Et c'est évidemment à Paris. Sachant que la storage class Glacier est supportée dans les deux data centers, à Paris et à Amsterdam. Donc là, on a tout connecté. Si on arrive à lister, on récupère. Si on arrive à récupérer, on écrit. Voilà. Donc là, il n'y a pas de warning, pas d'erreur. On vérifie bien qu'il n'y a pas de bucket list. Il n'y a pas de préfixe AMS. Et on lance. Donc ça va récupérer progressivement, les compteurs vont s'incrémenter. Donc là, on va rafraîchir. On devrait voir bientôt. Donc on va juste attendre que les compteurs s'incrémentent. Voilà, donc ils sont incrémentés. Il y a une erreur. Ah oui, parce que je me suis trompé. C'est quoi l'erreur? Ok. C'est j'ai oublié de mettre les credentials. Donc SCW, apply. Hop. Petite erreur. Et donc là, on a la démo. Ok. Donc là, comme je me suis trompé dans les credentials, je ne les ai pas renseignés. Je vais reset la machine à état. Donc pour faire ça, il faut faire state, je clear l'état, je ferme et je relance tout. Je vire les queues. Ok. Là, j'ai tout remis à zéro. Et je lance play. Et normalement, s'il veut bien, l'effet démo. Excusez-moi, j'essaie de savoir pourquoi ça ne marche pas. Alors, non. Bon. Voilà, enable, apply. Voilà, c'est parti, il fallait le terminer. Donc là, on attend que. Donc il a mis cet objet. Et donc maintenant, si on rafraîchit. Est-ce que si tu arrives à le faire en même temps, il y a une discussion entre Greg et William dans le chat, à savoir lequel est Non, meilleur j'arriverai pas en même temps. Entre quoi et quoi? entre Airclone et Ça dépend ce que Nifi. les gens veulent faire en fait. Nifi, c'est vraiment du visuel et Arclone, ça va être en ligne de commande. Il n'y a pas de. Avec Nifi, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut récupérer des données de Elasticsearch. Donc là, on voit par exemple, il y a du put dans Elasticsearch ou du fetch dans Elasticsearch.
Il y a du SQL, il y a du Spark. C'est plus pour des trucs interactifs et des flux, alors que Airclone, c'est plus pour synchroniser de la donnée. Donc là, j'ai vu que les compteurs sont incrémentés, donc on va rafraîchir ici. Donc là, on a bien un préfixe AMS avec les objets en glacier qui ont été mis à 13 secondes. Et ensuite, on va faire une migration depuis Daily Backup. Donc on va, c'est le protocole FTP, donc c'est le même principe. On va lister ce qu'il y a sur un FTP. On va récupérer depuis le FTP et on va ajouter dans le S3 de la même manière qu'on a ajouté les autres. Donc là, je dimensionne et on va mettre le processeur S3 put. Hop. Donc on va configurer ça de la même manière. Les propriétés, donc le hostname, c'est l'URL de Daily Backup. FTP URL. Le username, FTP user. Le mot de passe, et on vérifie bien que c'est en le mode connection mode est en passif, parce que pour Daily Backup, il faut que ça soit en mode passif. Donc là, on a configuré le processeur qui récupère les informations, qui liste les informations du FTP. Là, par exemple, on va mettre les mêmes informations pour récupérer le contenu du FTP. Donc, il faut re-renseigner les informations. Donc, on va renseigner le FTP user, FTP passwd, et il faut mettre le remote file, il est où? Si c'est ça. Remote path, il faut mettre le nom du fichier qu'on veut chercher, donc c'est file name. Ok. Et dans put-s3 object, même principe, demo-demo. On va mettre un préfixe FTP. Swatch class, on touche pas. On met bien les credentials de Scaleway. Et le endpoint qui est là. Pareil. Donc, une fois qu'on a ça, on désactive juste les settings. Donc list va dans get. Ça veut pas. Génial. Donc, hop, success. C'est que c'est pas celui-là. Excusez-moi. FTP, c'est fetch FTP. Donc, hop. Donc là, je refais les configurations que j'ai fait. Donc, hop. FTP user, le mot de passe. Le mode file. File name. Hop, donc ça c'est le file name et les settings. Donc s'il a pas réussi à se connecter, on s'en fout. S'il a pas réussi à trouver un fichier, on s'en fout. S'il a des permissions, on s'en fout. On veut juste s'il a réussi à télécharger le fichier. Sachant que dans le FTP, il y a un seul objet, c'est un initRD. Et donc là, on coche success. Et là, on termine le flux, parce qu'on ne va plus rien en faire après. Donc là, j'active. Et donc, on va voir un objet qui va passer, qui fait quelques mégas. Donc, le temps qu'il soit récupéré.
rafraîchit. Vous voyez, avec quelques règles simples, on a pu récupérer les différents protocoles et les migrer, enfin différents endroits où on stockait des données et les migrer vers Scaleway. Tac, 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 qu'est-ce qu'il me veut? L'effet de démo. Donc normalement, ouais, il apparaît pas parce qu'il n'arrive pas à se connecter au FTP. On va changer un truc, on va mettre... je vais changer l'URL, je vais mettre l'URL de DD Backup ADC2. Edit, DC2, apply. Peut-être ça va marcher. Non, bon. Bah, avec ça, on peut lister le contenu d'un FTP. Ensuite, on récupère le contenu du FTP et on l'upload dans le S3. Donc l'avantage d'Anifi, c'est que c'est vraiment du clic-clic et qu'il n'y a pas besoin de... C'est du drag and drop, on configure les choses, on peut configurer du rate limit. Là, on voit que ça upload progressivement 9 objets par 9 objets. Il est compatible avec plusieurs protocoles, par exemple Azure. Si je cherche Azure, là, on peut migrer les données depuis Azure. Ça s'installe facilement dans un Docker. Ça fait vraiment plein de choses hyper simples qui pourraient être de la configuration assez compliquée sur d'autres logiciels. Voilà. Donc, login. Bon. Désolé pour l'FTP, ça n'a pas marché. Donc je vais passer au tutoriel sur Airclone. Je vais vous montrer comment chiffrer les données sur un bucket, le bucket démo. Donc là, je suis sur une instance Scaleway. J'ai un Airclone qui est installé. J'ai un endpoint qui est configuré avec FRPAR. Je vais rajouter un nouvel endpoint de chiffrement. Donc je fais new endpoint, donc n. Je l'appelle crypt. Là, on voit qu'il y a plusieurs trucs qui sont supportés. Il y a cfile, Yandex, SSH, Put, Google Drive, Dropbox. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le 10. C'est encrypt, decrypt et remote. Donc, on va faire 10. Donc là, il nous demande quel bucket on veut que ça... Quel remote et quel bucket on veut que ça chiffre. Nous, comme on a précisé FRPAR, voilà. Donc, on précise FRPAR et on met démo, le nom du bucket, donc démo-démo. Ensuite, on veut obfusquer les noms. On veut chiffrer les noms des répertoires. Donc, je mets 1. On veut générer un mot de passe aléatoire, donc G. On veut qu'il fasse 64 bits. Oui, celui-là ça me va. On génère un nouveau mot de passe pour le salt. 64, c'est parfait. 64, c'est parfait. Oui, ça nous va. Donc là, il nous met le résumé du chiffrement. Donc on va chiffrer la destination, c'est la FRPAR démo. On veut offusquer. On veut chiffrer avec ces deux mots de passe qui sont cachés et c'est ce qu'on veut. Donc yes. Et donc là, on voit bien que j'ai deux remotes, donc j'ai crypt et FRPAR. Crypt va dépendre de FRPAR. Je quitte la configuration, je vais dans un dossier qui s'appelle /data. À l'intérieur, on voit que j'ai un dossier qui s'appelle linux-5.8-rc2 qui est une tarball de Linux, du kernel Linux. Et donc là, un ls avec plein de fichiers. Donc on va faire tout simplement un rclone-progress sync pour synchroniser le dossier. Donc sync le dossier courant et crypt, donc le endpoint crypt, et on va mettre test chiffrement. Donc là, ça synchronise les données. Donc là, il affiche un état comme ça. La différence vraiment entre Airclone et Nifi, c'est une question de... Nifi, c'est plus pour faire des flux, et Airclone, c'est pour synchroniser, pour envoyer des données d'un endroit à un autre, ce genre de truc. Donc si on va dans le bucket, et qu'on rafraîchit la page, on voit qu'il y a un truc qui est apparu.
avec le contenu des dossiers, le dossier offusqué, le contenu des fichiers offusqués. Donc ça a été rajouté par Airclone. Donc il y a 30 secondes. Merci. Merci d'avoir écouté. Sois pas déçu, c'est pas parce que ça fonctionne pas que la démonstration était pas claire. Et ben merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Vincent, merci beaucoup à tout le monde dans le chat et puis très très belle soirée à vous tous.